présent une bonne dizaine de minutes consacrées à la NBA et encore une fois, comme lors du premier podcast mardi dernier, on va parler Miami Heat, ça fait l'actualité. Cela dit, désormais le Heat plaide pour sa défense. James a reconnu avoir sans doute fait une erreur avec sa decision, pas sur le fond mais sans doute sur la forme avec la présentation télé. Mais plus sérieusement, quand on dit plaider pour sa défense, ils ont tout de suite annoncé la couleur du côté du Heat avec quand même un basket défensif impressionnant. Basket défensif, c'est là qu'on gagne des titres. Je veux dire, c'est en défense. C'est un secret pour personne. Chris Bosh, Dwayne Wade, LeBron, tout le monde sait que ces gars-là, ils peuvent mettre 30, 40 à n'importe quel moment, voire même 50. Donc ça, c'est connu. Mais c'est réellement en défense. C'est là qu'ils vont mettre cette pression et surtout qu'ils vont prendre l'ascendant psychologique sur le reste des ligues, sur le reste de la ligue, pardon, parce que c'est en battant une équipe telle que par exemple New Jersey, en les corrigeant de plus de 30 points, il ne faut pas oublier que le lendemain, ils rencontrent une autre équipe. Et tout le monde regarde ce que Miami fait. Et donc c'est ça un petit peu, c'est ce couteau à double tranchant, parce que bon, tout le monde dit, ah oui, quand Miami, il joue pas bien, tout le monde sourit. Mais quand Miami commence à bien jouer, c'est la prochaine ville qui commence à paniquer et se dire, oh, il commence à monter en puissance, ça c'est comme un bon diesel. Le seul problème, c'est que le diesel d'aujourd'hui, ça marche vraiment mieux. Ouais, surtout, Benoît, qu'ils ont quand même battu l'Orlando Magic, qui est considéré comme un autre prétendant avec Boston à l'Est. On a senti qu'il allait quand même avoir un petit degré de différence pour les deux villes de Floride, entre Miami et Orlando, tant la prestation pour leur premier match à la maison des joueurs du Heat a été impressionnante face au Magic. Oui, tout à fait. Là, je pense qu'ils ont remis tout à fait les points sur les i après le couac, si on peut l'appeler comme ça, d'entrer à Boston. Comme le dit Duke, je pense que la défense est vraiment la graine des grands champions. On sait tous que James, Wade, etc. peuvent scorer beaucoup de points. Mais quand on voit des Kobe Bryant, même des Michael Jordan, c'est toujours en défense que eux font la différence par rapport à leur adversaire, quoi. Donc je pense que de toute façon Miami, il fallait s'attendre à ce que ça tourne un jour. Là on l'a vu, par exemple, vous avez cité le Orlando, face à Orlando, c'était une fois Wade qui était dans sa séquence, puis c'est James qui s'est mis dans sa séquence, et à partir du moment où ça peut tourner comme ça, et où chacun apporte ce qu'il peut apporter, mais sans se monter dessus, je pense que ça roule à Miami. Mais d'ailleurs, Duke, cette motivation défensive ou l'esprit collectif, finalement, est encore beaucoup plus fort qu'en attaque. C'est le meilleur moyen de souder cette équipe où il y a automatiquement, ça n'échappe à personne, un terrible déséquilibre entre le Big Three et les autres. Mais je pense qu'on regarde Miami, il faut commencer à regarder un petit peu, à comparer avec The Redeem Team. Donc c'est l'équipe qui a joué lors de ces Jeux Olympiques à Pékin, parce qu'on reconnaît qu'il y a énormément de talent offensif, mais comment est-ce que ces joueurs sont devenus un bloc, un groupe soudé? C'est en défense, c'est en jouant sur chaque possession. Je veux dire, ok, moi je me fais battre, j'appelle l'aide, je sais que j'ai Chris Bosh derrière moi qui va venir à la rotation. Et quand Chris Bosh va venir pour cette première rotation, je sais que j'ai un D-Wade qui lui redescend et ainsi de suite. Et donc c'est réellement, il y a une prise de conscience du groupe, du staff, et on se rend compte qu'ok, bon maintenant, c'est nous contre le reste du monde. Et ça, il faut faire attention. Parce que malheureusement, je crois que c'est un petit peu tout ce tralala médiatique qui maintenant a mis les Miami Heat dans une situation où ils se disent « Ah ben, c'est comme ça ? Ah ben alors on va aller tous les soirs, on va réellement donc pas juste vous battre, mais on va vous corriger. » Et là, j'ai pas trop envie d'être face aux Heat. Mais c'est vrai, comme dans tous les bons scénarios du western spaghetti, cette année on a trouvé le méchant, la personne de LeBron James, ça a complètement changé. Et de l'autre côté, en Californie, il y a Phil Jackson, 65 ans, qui est à la recherche d'une 12e bague de champion comme coach, qui lui décide de donner un surnom, The Renegades, les renégats, aussi très western spaghetti, à son banc. C'est dire s'il y a une approche psychologique qui est aussi importante, Duke, qui fait partie de la réalité du jeu d'une certaine manière, parce qu'aller nommer son banc après 2 matchs de saison régulière, ça veut dire d'abord que les joueurs du banc font ce que Jackson leur demande, et puis c'est les valoriser. Mais c'est ça, c'est les valoriser et c'est les responsabiliser. Parce que très tôt, si on a un coach de la pointure d'un Phil Jackson qui très tôt dans un championnat se permet maintenant donc de donner un surnom, un nickname pour son banc, et on sait qu'il n'a pas l'habitude de faire ça, donc ça veut dire que, oh, donc lui il nous considère.
Donc lui, il nous regarde comme réellement des joueurs qui peuvent faire cette différence. Et c'est clair que cette année, on connaît, je veux dire, c'est toujours les mêmes usual suspects. On connaît Kobe, on connaît LeBron, on connaît Paul Gasol, on connaît tout ça. Mais la différence, ça va être ce banc. Et ça, c'est l'avantage. Si on doit prendre, parce que c'est cette finale que tout le monde attend, on parle d'un Miami et d'un LA, ben c'est le banc. Le banc des Lakers a l'air beaucoup plus complet. Maintenant, on va voir au suivi de la saison, comment est-ce que les autres bancs vont suivre. Non, mais c'est bien ça qui est extraordinaire dans le chef de Phil Jackson. C'est d'abord l'initiative prise. C'est pas la première fois. Il l'avait déjà fait il y a quelques années. De Minutemen, les hommes de la minute, même avec peu de temps de jeu, ils peuvent être efficaces. Mais ici, il est resté justement... c'est Master Zen quand même. Donc, aller chercher ce Renegades par rapport justement à la pub Nike où on voit LeBron James en cowboy, etc. Il n'est pas allé chercher ce nom-là par hasard parce que, en fin de compte, des renégats, normalement, c'est pas quelque chose de favorable pour une équipe. C'est plutôt des gens qui qui rejetteraient cet esprit d'équipe. Lui, on a fait tout l'inverse, mais il y a une guéguerre comme ça. Il y a une influence, on joue à l'influence. Et puis, il y a une autre info qui nous a quand même marqué cette semaine, c'est peut-être la réduction du nombre d'équipes NBA dans un avenir proche. C'est en tout cas ce que David Stern a déclaré. Ouais, mais la situation, c'est laquelle maintenant en NBA? C'est que le board et les joueurs ne sont pas d'accord sur un point. C'est simple, c'est la répartition des revenus. Bon, on ne peut pas l'en vouloir, je veux dire, à n'importe quelle partie. Maintenant, ça, c'est la manière à laquelle le commissionnaire est en train de mettre la pression sur les joueurs, en train de leur faire comprendre que, hey, écoutez, si vous ne voulez pas maintenant tomber sur un accord avec nous, il n'y a pas de problème. Nous, on peut commencer à couper alors certaines franchises qui ne rapportent pas assez à la NBA. Mais qui dit couper certaines franchises? On parle quand même de couper 20 à 30 joueurs. 20 à 30 joueurs en NBA, ce sont quand même des grosses masses salariales. Et donc, l'un dans l'autre, tout le monde commence un peu aussi à réfléchir. Oui, parce qu'il y a du boulot aussi dans chaque franchise. Elle emploie pas mal de monde. Exactement. Donc, c'est quand même une façon de faire la pression. On rappelle qu'en NBA, il y a régulièrement des accords comme ça. Parfois, ça passe inaperçu parce que aussi bien le syndicat des joueurs et la direction de la NBA s'entendent parfaitement. À d'autres moments, il peut y avoir des tensions. Ça avait été le cas en 99 avec le lockout. Et c'est vrai qu'il y a la menace à nouveau pour la saison prochaine s'il n'y avait pas d'accord. Que la saison soit réduite. Cela dit, on parle de réduction de matchs dans la saison NBA. 82, on estime que c'est trop long. Peut-être faire commencer cette saison à Noël. Oui, moi je pense que l'accord, de toute façon, il ne viendra pas et qu'il y aura vraiment une marge importante en juillet où ça va vraiment se jouer et qu'on risque très fort de revivre ce blocage de la saison. Maintenant, David Stern qui parle de réduire des équipes et qui parle aussi souvent de l'Europe et de faire venir jouer la NBA en Europe, mais pas seulement en préparation, en vraie compétition. Donc là aussi, il y a un peu un langage paradoxal. Je ne sais pas trop où on va vraiment en NBA pour l'instant, mais je pense que les prochains mois vont être importants pour voir dans quelle direction va la Ligue. Mais je pense le meilleur exemple pour décrire ce genre de situation, à mes yeux, ce sont les Memphis Grizzlies. Vous allez me dire, mais pourquoi est-ce que je parle des Memphis Grizzlies? Parce que c'est la ville d'Elvis. Non, mais encore. Parce qu'il n'y a pas de Grizzly à Memphis. Ils ont signé un gars comme Rudy Gay pour le max. C'était quoi? Je crois à peu près 80 millions, quelque chose comme ça. Ils ont signé un gars comme Mike Conley. On peut faire un poll maintenant et demander aux gens c'est qui Mike Conley. Je crois que le 3/4 des gens ne savent pas c'est qui. Ils ont quand même signé le gars pour 45 millions de dollars. Donc, c'est-à-dire que le garçon, comme il fait plus d'argent que la moitié des meilleurs meneurs en NBA. Mais on regarde les Memphis Grizzlies, il n'y a personne dans la salle, ils ne gagnent pas, ils n'ont encore jamais fait les playoffs. Donc, c'est ça, justement, ce paradoxe NBA, c'est qu'ils génèrent énormément de revenus. Maintenant, cet argent ne retombe pas chaque fois dans les poches des meilleurs joueurs. Et ça, sur un championnat à 30 équipes, c'est ce qui blesse. C'est comme si maintenant on passe d'un championnat Euroleague où on a réellement ces 24 meilleures équipes, maintenant on passe à 48 équipes. C'est ça le problème. C'est qu'il y a 24 équipes qui n'ont pas la qualité et le service qu'on attend pour un championnat pareil. C'est un petit peu ce qui se passe avec l'NBA. Ouais, d'ailleurs, il y en a qui aimeraient non seulement réduire le nombre de matchs de saison régulière, mais également réduire le nombre de franchises qui ont accès aux playoffs.
Maintenant, là aussi, il y a parfois des paradoxes quand on voit déjà que pour la moitié des équipes, ou en tout cas une bonne partie, parfois à partir du mois de janvier, la saison n'a plus aucun intérêt. Mais c'est vrai que tout ça pour dire que la NBA se cherche à l'intérieur, puisqu'il y a quand même maintenant c'est un peu ces conflits qui sont nés et qui vont devoir trouver une solution entre les patrons et je ne vais pas dire les ouvriers, c'est quand même des joueurs NBA qui gagnent bien leur vie, mais en tout cas les joueurs. Et aussi à l'extérieur avec constamment cette recherche de nouveaux marchés. C'est là aussi que, comme tu le disais, Ben, il a relancé l'idée d'une division européenne. Avec des équipes d'Europe en disant que les joueurs pourraient aller jouer à Paris, faire le shopping sur les Champs-Élysées. Mais c'est vrai que c'est un peu contradictoire par rapport à finalement la réalité financière des franchises et ces voyages. C'est réduire des matchs et voyager moins, c'est pas en allant créer une division européenne. C'est clair, mais bon, ça c'est quelque chose, on avait eu l'opportunité de vivre ça lors de ces finales NBA. On s'est rendu compte que 35% des revenus maintenant de la NBA viennent de l'étranger. Donc, David Stern n'est pas stupide, le staff qui l'entoure, ils sont vraiment pas stupides et donc ils essaient d'utiliser ça pour mettre un petit peu plus de pression. Mais bon, ce sont des mots, ce sont des pressions, il faut voir. Eh ben merci Duke, merci Benoît. On en termine là pour cette page NBA, pour le podcast de ce mardi. Merci à vous de nous avoir suivis. À très très bientôt. Ciao. Ciao.